En fait sur donc Sayad en fait est né en 1933, il meurt en 98, et donc à travers le sous-titre de la conférence, c'est marqué que pour ce sociologue, pour donc Sayad, en fait il passe d'un univers social qui est celui de la Kabylie de son enfance, la Kabylie donc des années 30, il passe de cet univers-là à celui de la sociologie parisienne, autour donc de la figure de Pierre Bourdieu, qui va être la rencontre fondamentale pour la trajectoire sociologique de Sayad. Et donc ce qui me semblait important de positionner dès le démarrage de la conférence, c'est qu'en fait, Sayad aura ouvert la maison kabyle à Pierre Bourdieu, et donc il aura permis à Pierre Bourdieu de poser les fondements de sa sociologie. Et donc ça me semble vraiment aussi très important à poser d'emblée, de prendre conscience que ce jeune Algérien qui rencontre Bourdieu à la fin des années 50 est vraiment celui qui introduit à la science sociale Pierre Bourdieu, qui en fait, quand il arrive en Algérie, arrive sur le mode de la punition, de la brimade pour faire son service militaire, et qui n'est vraiment pas du tout sociologue, qui est un prof de philo, qui n'a jamais fait la moindre enquête d'envergure. Et donc c'est à la faveur de la rencontre de l'Algérie, d'Abdelmalek Sayad et du plan de Constantine, et donc on reviendra là-dessus dans le cadre de la présentation, que Pierre Bourdieu va faire ses premières armes. Et comme premier allié fort, Pierre Bourdieu trouve une personne, Saïd Abdelmalek Sayad, qui va être vraiment l'informateur indigène, le complice, l'allié, et celui qui va devenir vraiment pour Pierre Bourdieu, celui qu'il va considérer comme son frère. Et donc ça me semble aussi très important pour rendre justice à la mémoire et à l'œuvre de Sayad, d'avoir tout de suite en tête que ce monsieur a à la fois travaillé pour sa propre sociologie, mais en même temps a été un des éléments fondateurs de tout le système de pensée sociologique de Pierre Bourdieu. Donc l'idée du titre, c'était de montrer que Sayad ouvre la porte de la maison kabyle, et Bourdieu, quand Sayad va arriver en France, va lui ouvrir la porte de la sociologie de l'école dite française, donc incarnée par Émile Durkheim, figure majeure de la sociologie française. Et donc l'idée du titre, c'était de montrer qu'il y a vraiment une réciprocité, et donc une amitié qui se joue comme ça pour permettre d'entrer dans des maisons et de vivre dans ces maisons du savoir et de la connaissance et de la vie tout court, puisque c'est le projet des sociologues, que d'arriver à comprendre un peu les conditions de vie de chacune et chacun. Donc j'essaie de passer la deuxième diapo. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah voilà. Donc, le démarrage du travail que j'ai entrepris par rapport à la biographie de Sayad trouve une origine dans quelque chose qui est, moi, mon métier. Mon métier consiste en fait à identifier des métiers nouveaux ou en recomposition. Donc c'est dans ce cadre-là qu'au début des années 2000, en France, il est apparu qu'il y avait nécessité de former des assistants archivistes, puisque le domaine des archives était en pleine transformation, aussi bien du côté des archives papier que des archives numériques. Et donc, à la faveur de tout ça, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui était le lieu où étaient conservées à l'époque les archives d'Abdelmalek Sayad, cette Cité de l'histoire de l'immigration a fait appel au service des jeunes qui apprenaient le métier d'assistant archiviste pour inventorier, classer ces archives. Donc ça me semblait intéressant de poser au démarrage de cette conférence l'origine du travail, à savoir que moi je ne suis ni historien ni sociologue, et c'est vraiment à la faveur d'une action de formation professionnalisante que l'envie m'est venue et l'opportunité aussi m'a été offerte de travailler là-dessus. L'autre point que je voulais indiquer tout de suite, c'est que ça c'était 2009, et donc dès 2010, en fait,
directeur de l'Institut français d'Oran, qui était récemment nommé, a partagé avec son carnet d'adresse le fait qu'il arrivait à Oran. Et il a fait savoir aux gens qui étaient dans son carnet d'adresse que s'ils avaient des propositions en lien avec l'Algérie, il fallait lui en faire part. Donc moi, j'ai tout de suite saisi l'opportunité et répondu qu'en fait, je travaillais sur Abdelmalek Sayad et que s'il y avait des opportunités de faire des choses avec des sociologues, avec des Algériens, ce serait vraiment important et bien, puisque une grande partie du travail de Bourdieu et de Sayad nous permet de comprendre que pour que le travail de sociologue se joue de la manière la plus riche et la plus belle possible, ce qui est important, c'est de croiser les regards pour éviter de faire quelque chose qui serait avec un point de vue unique. Et la force de la sociologie de Bourdieu, c'est justement d'avoir à la fois eu un terrain d'enquête sur le sol de l'Algérie et d'avoir eu après d'autres terrains d'enquête en France. Et c'est la rencontre de ces deux terrains d'enquête, des matériaux issus de ces deux espaces sociaux très très différents, qui ont sans doute beaucoup aidé Bourdieu à construire son système de pensée. Donc, par rapport à Sayad, dès qu'on se confronte à l'idée d'une biographie, c'est vrai que, de manière un peu scolaire, mais en même temps ça a sûrement du bon, l'idée de construire une périodicisation de la vie pour repérer les grands moments de la vie. Donc ça a un côté forcément arbitraire, ça a un côté qui revoit l'histoire après coup, et donc c'est sans doute une manière de rendre une trajectoire de vie, mais aussi de la déformer. Donc ça, moi, j'en suis tout à fait conscient. Néanmoins, ce qui me semble important, pour débuter la présentation de Sayad, c'est de repérer en fait qu'il y a trois grands moments qui se jouent dans sa trajectoire. Donc, les 30 premières années qui, de mon point de vue, quand on met l'éclairage sur la trajectoire sociologique de Sayad, on peut appeler ça les années d'apprentissage. Et ce qui me semble aussi important, c'est de repérer qu'en fait, cette première période se clôture par ce qu'on pourrait appeler une crise existentielle. Aujourd'hui, on dirait une dépression. En tous les cas, un moment fort d'interrogation pour Sayad. En 62-63, pour Sayad, la question vive qui se pose à lui, c'est celle que Slimane Azem résume très très bien dans sa chanson, partir ou rester, rester ou partir. Et donc, on voit bien que pour un jeune Algérien d'à peine 30 ans, bien faire le choix de quitter le pays d'origine, c'est source quand même de lourdes interrogations. Donc, en 63, Abdelmalek Sayad quittera l'Algérie pour venir en France. Donc, deuxième partie de sa vie, il y a une coquille sur le PowerPoint, je m'en aperçois là. Il faut lire 63-73. Et donc, 10 années de difficultés, dans un sens pour Sayad, puisqu'il a des vrais problèmes de santé, mais qui ça sont anciens, qu'il a connus depuis quasiment sa naissance. Et donc, les problèmes de santé vont prendre encore plus d'importance. Et puis, son positionnement dans le champ de la sociologie n'est pas évident, n'est pas simple, et on peut comprendre. Il a acquis ses 2 licences à l'université d'Alger, il est très modeste, il est algérien, donc c'est pas évident de pouvoir intégrer le secteur de la recherche en France, et ça va être comme ça 10 années, pas de temps perdu, pas du tout, au contraire, ça va être 10 années de construction du réseau d'amitié, de réseaux sociaux, d'intégration au premier cercle des sociologues autour de Pierre Bourdieu, mais néanmoins, ça va être quand même aussi 10 années de flottement et d'interrogation, puisque pendant ces 10 années-là, ce jeune postulant à la sociologie n'a pas réellement trouvé son objet d'étude. Et donc la deuxième crise morale, la deuxième crise existentielle qui va être celle de Sayad, au tournant des années 70, ça va être la question être sociologue ou
ne pas être sociologue. Donc vous voyez, les dés ne sont pas encore jetés, et pour lui, tout reste encore à construire, même s'il a pu réellement, auprès des amis de Bourdieu, se faire vraiment des vrais complices et des vrais amis. Néanmoins, tout ça n'est pas acquis. Et donc, c'est seulement au début des années 70 qu'à la faveur d'échanges justement avec les sociologues qui travaillent dans l'équipe de Pierre Bourdieu, dans l'équipe de recherche, qu'avec Jean-Claude Chambordon, en fait, la piste du phénomène migratoire va apparaître. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir que, comme je l'évoquais, le parcours de vie de Sayad, on voit bien que c'est pas... c'est un être humain, donc c'est pas quelqu'un qui serait quelqu'un de tout puissant, etc. On voit que ça passe par des phases d'interrogation, des phases de remise en question. Et donc, le sujet, l'objet de ce qui va être vraiment son thème de recherche, là aussi, va se construire, et notamment à travers un échange avec Chambordon, qui va amener Sayad à prendre conscience qu'une grande partie des gens du laboratoire autour de Bourdieu travaillent sur les questions d'éducation, et que personne ne travaille sur le croisement éducation jeunes immigrés. Question qui commence à être une question vive pour le système éducatif français. Et donc, à partir de là, Sayad va forcément réfléchir et va voir que sa trajectoire de vie, eh bien, lui donne beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup d'éléments d'information, puisqu'il a été formé pour être un instituteur, puisqu'il a une vision vraiment très fine du système éducatif, de ce qu'a été l'éducation d'Algérie et du système éducatif français. On comprend bien que fort de ça, dans le jargon de la sociologie, on dirait qu'il a amassé un capital culturel, un capital scientifique très important, et que ce capital-là, il va pouvoir le déployer, le développer en étant un peu sélectif, en sachant qu'en fait, plutôt que de se consacrer à travailler sur toutes les migrations, il va mettre un point d'honneur à ne travailler que sur l'immigration qui s'est jouée entre la France et l'Algérie, en considérant que le mieux de ce qu'il pouvait comprendre, et en même temps le mieux de ce dont il pouvait témoigner, pouvait vraiment se situer sur la compréhension et le partage de ce qu'était la trajectoire de ces migrants algériens. Et son hypothèse, c'était de considérer que s'il allait jusqu'au plus profond de ce qui se joue pour des migrants venant d'Algérie, eh bien, si son travail était réellement valide scientifiquement, il pourrait comme ça être transférable à d'autres phénomènes migratoires. Et visiblement, l'histoire lui donne raison, puisque aujourd'hui, le livre principal d'Abdel Sayad, qui est maintenant paru en poche, qui s'appelle La double absence, est traduit en langue anglaise, et un ouvrage de référence aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. Donc on voit bien que les trois étapes de la vie de Sayad nous font prendre la mesure que le projet ambitieux et en même temps modeste, qu'il a choisi d'inscrire comme étant son projet de sociologue, lui permet d'avoir cette notoriété internationale. Donc, pour faire un rappel sur les premières années de la vie de Sayad, les points qui me semblent importants de mettre en exergue, c'est tout de suite d'avoir conscience qu'en fait, Sayad naît dans un environnement social contradictoire, complexe, à la mesure en fait de ce qu'est l'Algérie de l'époque. Et donc, il naît dans un univers social où à la fois, eh bien, on est doublement dominé. On est dominé parce qu'on est colonisé et on est dominé parce qu'on est kabyle. Donc là, déjà, ça dit des choses sur les tiraillements et les difficultés de l'apparition de Sayad. Sayad est le seul garçon d'une fratrie de 5. Donc là aussi, on voit bien que, à la fois, c'est des éléments très mobilisateurs pour la famille. Il va être le seul garçon, donc la famille aura à cœur eh bien, de devenir meilleur et de manière un peu misogyne de ce qu'est la culture de l'époque, de tout miser pour faire que l'éducation d'Abdelmalek soit la meilleure. Et donc, la chance de Sayad, et il le dit très clairement
tous les entretiens, il dit que les 2 chances des 30 premières années de sa vie, c'est d'une part cette scolarité longue et prolongée, qui n'est vraiment pas banale pour les jeunes algériens de l'époque, et la deuxième chance, bien sûr, c'est la rencontre avec Pierre Bourdieu. Donc la scolarité longue et prolongée, ça se joue notamment à travers la chance de pouvoir être scolarisé dans le système éducatif européen. Et donc, là aussi, ça mérite des explications, parce que tous les jeunes Algériens, malheureusement à l'époque, les jeunes Algériens indigènes, s'ils n'avaient pas autour d'eux un milieu familial qui pouvait les protéger en les mettant en garde de ce système éducatif à 2 vitesses, s'ils ne rencontraient pas des instituteurs, des professeurs qui leur disaient vous avez vraiment des aptitudes, vous êtes un bon élève et vous méritez de fréquenter des vrais endroits d'éducation. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde, et donc la chance de Sayad, c'est que les grands-parents, les parents ont pu aider à l'utilisation maximale du système éducatif de l'univers colonial. Après, donc, ce qui me semble important aussi tout de suite de pointer, c'est qu'après l'école de la Bouzaréa, pour Abdelmalek Sayad va avoir la chance ou l'opportunité, à travers les amis qui sont les siens à la faculté d'Alger, eh bien, de rencontrer des gens qui vont s'engager pour l'Algérie indépendante à travers le mouvement des libéraux. Et donc là aussi, en termes de contradiction, on voit bien que ça complexifie aussi le paysage de ce jeune Algérien qui en fait va penser que l'Algérie peut se construire dans une Algérie qui permettrait aux communautés indigènes, aux communautés juives, donc musulmanes, juives et chrétiennes européennes, pour faire comme ça, court, eh bien, leur envie, c'était de considérer que c'était possible de donner à ce pays une indépendance, une identité de territoire algérien, mais à travers ce mouvement des libéraux. Donc là aussi, à l'histoire, elle nous dit que ça ne s'est pas joué comme ça. Et donc, ce qui me semble intéressant de partager avec vous, c'est le grand-père d'Abdelmalek Sayad, un kabyle de montagne. Et donc là, tout de suite, on comprend bien, si on a un grand-père kabyle, eh bien, on est déjà dans un environnement où, en termes de médiation sociale, de médiation culturelle, beaucoup de choses se jouent, à savoir qu'un grand-père de ce type-là, eh bien, c'est un lettré qui a une maîtrise de la langue arabe et des langues des patois kabyles, mais qui en même temps maîtrise parfaitement la langue coloniale, la langue française. Et donc, c'est quand même, on voit bien dans le modèle de Bourdieu, avoir la chance d'avoir un capital culturel fort de par ce qui est l'environnement familial. Donc ce grand-père, moi ce que j'ai compris de la société kabyle, visiblement, les petits-fils, surtout quand c'est les seuls garçons de la fratrie, les jeunes garçons dans des familles kabyles, quand c'est au niveau de la 2e génération, donc les petits-fils, le petit-fils normalement réincarne le grand-père. Et donc je pense que ça aussi, pour Abdelmalek, ça a été une figure et une envie d'être à la hauteur de ce qui était la grandeur de ce caïd. Et donc je pense que ça a été un élément structurant pour Abdelmalek Sayad. Donc ça, c'est l'image du père, donc Bachir. Donc comme souvent dans les familles, quand le père est très bien, à faire allégeance au pouvoir colonial, le fils eh bien, va être un peu plus impulsif, moins diplomate. Et donc, ce qu'on sait du père d'Abdelmalek, c'est que ça a été un père très bienveillant et très aimant pour Abdelmalek, tout comme sa maman qui ne parlait pas le français. Ce couple a été vraiment un modèle parental sans doute très étayant pour Abdelmalek. Néanmoins, ce père était vraiment quelqu'un d'un peu impulsif et qui va mettre en danger
Maintenant, ce qu'on sait de Bachir, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui ne renonçait devant rien et qui, des fois, a eu des gestes un peu forts par rapport à la puissance coloniale, jusqu'à contester des décisions et à faire un peu le coup de main par rapport à des hautes autorités. Donc on comprend bien que ce que j'évoquais sur les contradictions de l'univers familial et social, ça s'est aussi vécu, et c'est très important, dans la chair d'Abdelmalek, qui a bien vu que toutes ces choses, mais après, ont des incidences sociales, et qu'on ne peut pas impunément jouer avec les dominants. Donc ça, c'est une très belle photo de l'école de la Bouzaréa. Là aussi, il y a une autre erreur sur le PowerPoint. La Bouzaréa, pour Sayad, ça se joue entre 52 et 56, donc 4 ans de formation. Donc là aussi, on prend la mesure, formation d'instituteur, école normale primaire d'instituteur. Aujourd'hui, en France, par exemple, pour vous dire, la formation pour les instituteurs, il n'y a plus d'école normale, et ça a été très chamboulé, etc. Donc là aussi, ça questionne tout ça. Donc Sayad est présent ici, en haut, et donc ça me semble déjà aussi intéressant. Il n'a pas beaucoup changé physiquement, mais c'est déjà quelqu'un qui est un peu modeste, qui se met sûrement très loin du centre, et il est là sur la photo. Alors, là on change complètement d'univers social. J'ai parlé déjà un peu de Pierre Bourdieu. Ça me semble intéressant, dans le cadre de la présentation de la vie d'Abdelmalek Sayad, de croiser la biographie de Sayad et celle de Bourdieu. Alors, vu que le temps nous est compté, que je suis un peu bavard, l'idée c'est en fait de faire apparaître Pierre Bourdieu. Là on est en 54, vous voyez, ça coïncide au moment où Sayad est à l'école normale de la Bouzaréa. Bourdieu, lui, a pas mal d'avance. Bourdieu est prof de philo dans un lycée de ce qu'on peut considérer comme la France profonde, c'est la Haute-Auvergne. Donc il est entouré de lycéens qui sont, entre guillemets, des fils de bourgeois, des fils de gens privilégiés. Néanmoins, le constat que fait Bourdieu, lui, tombe pas non plus nulle part. Lui, là, il est né en 30, donc il a 24 ans, donc il est très très jeune. Il a quasiment l'âge de ses élèves. Bourdieu, pour faire court, sa trajectoire de vie, lui, il est né en 30 dans un petit village du fin fond du Béarn. Donc là aussi, vraiment les Pyrénées et la France dite profonde. Donc la paysannerie, un univers très très loin de ce qui va être son point d'arrivée, à savoir le Collège de France. Donc là aussi, ça pose des questions. Comment on passe de ce monde social, le Béarn, au Collège de France? Comment on passe d'un petit village de Kabylie pour être directeur de recherche au CNRS? Ça, c'est la trajectoire de Sayad. Donc ça me semble bien de consacrer un peu de temps pour voir comment la rencontre va être possible. Donc Bourdieu, lui, est repéré très vite comme un très bon élève. Donc c'est comme Sayad, c'est les jeunes élèves qui font l'admiration de leurs enseignants, et en plus qui tombent sur des enseignants qui ont à cœur de leur donner le meilleur du service public de l'époque. Et donc Pierre Bourdieu, lui aussi, sera conscient qu'il contracte une dette énorme par rapport à l'éducation nationale. Et donc, un point commun de Sayad et Bourdieu, c'est que tous les deux vont consacrer aussi un pan entier de leur vie à considérer qu'à travers le travail de sociologue qu'ils vont faire, c'est rendre à l'État français, rendre aux Français ce que l'État français leur a permis de comprendre de la société. Donc, ce qui me semblait intéressant à travers cette image, c'est de, à titre d'anecdote, mais Bourdieu n'était à l'époque pas sociologue, il a fait l'école normale supérieure. Donc l'ENS, c'est pas la même chose que l'ENP. D'un côté, il y en a un qui passe par la Bouzaréa, qui est quand même un endroit d'excellence, et Sayad dit qu'il aurait pu s'en tenir à ce bâton de maréchal-là. Néanmoins, il ne s'en tient pas à ce bâton de maréchal, il va faire la fac. Bourdieu, lui, il fait Normal Sup. Donc Normal Sup, c'est le quartier latin, c'est à l'époque, la classe de philo, c'est la discipline reine des disciplines qu'on enseigne, et c'est
l'excellence de l'excellence. Donc Bourdieu, en se retrouvant enseigner à ces jeunes fils de bourgeois, ce qui tout de suite lui apparaît, c'est que ces jeunes fils de bourgeois, forcément ont des atouts que lui n'avait peut-être pas dans leur jeu parce qu'ils viennent des bonnes familles, etc. etc. Néanmoins, Bourdieu comprend, en étant immergé auprès d'eux, qu'en fait, ces jeunes fonctionnent avec plein de préjugés, avec plein d'œillères qui réduisent leur champ de vision et réduisent par là même la manière dont ils pourraient avancer dans leur parcours scolaire. Et notamment, l'anecdote dit qu'en fait, Bourdieu, très vite, se rend compte que ces jeunes-là se moquent beaucoup du professeur de dessin en considérant que c'est une discipline subalterne, que ce professeur raconte des choses qu'on ne comprend pas bien et donc qui sont sans doute pas intéressantes. Et donc Pierre Bourdieu, à la faveur des allers-retours qu'il fait entre Moulins et Paris, et donc ça me semble important tout de suite de poser que Bourdieu fait des allers-retours entre Paris et Moulins, comme après il va faire sans arrêt des allers-retours entre l'Algérie et la France. Et la possibilité de faire ces allers-retours, c'est ça aussi qui va permettre à Bourdieu, sans doute, de construire son système de pensée sociologique, parce que passer d'univers sociaux à un autre, à d'autres, eh bien c'est vraiment très très formateur. Donc lui, quand il revient de Paris, s'autorise de punaiser sur les murs de la classe des reproductions des peintres modernes de l'époque. Les peintres modernes de l'époque, c'est Picasso, Modigliani, etc. Et donc forcément, ça fait des commentaires et rigoler les élèves. Et donc ça permet à Bourdieu de leur faire comprendre, de leur faire passer le message qu'à travers ces ricanements, cette dévalorisation de cet enseignant de dessin, eh bien ce que font ces jeunes, c'est qu'ils révèlent plus leur ignorance que ce qui est la réalité même de cet enseignant. Donc Bourdieu voit bien que c'est un très bon enseignant et que c'est quelqu'un qui mériterait d'obtenir les faveurs de ses élèves. Donc dès l'époque, avant même d'être sociologue, Bourdieu est déjà dans cette posture-là, où il essaye de partager et de comprendre comment fonctionnent les groupes sociaux pour permettre l'accès au savoir et à l'éducation.